Salut tout le monde, dans cette vidéo on va regarder les entreprises qui publient leurs résultats la semaine qui vient et si parmi celles-ci il y en a qui m'intéressent. Donc c'est parti. Alors lundi 22 juillet, on n'a rien qui m'intéresse, donc on passe directement à mardi. Alors mardi on a Tesla. Tesla c'est pas une entreprise que je suis spécialement et pour investir dedans j'estime que c'est une boîte qui a plus d'incertitudes vu que c'est à la base de l'automobile, et aujourd'hui c'est encore très largement une entreprise automobile, et il y a une grosse incertitude sur est-ce que la vision long terme d'Elon Musk va se réaliser, et en plus je trouve que Tesla est encore cher aujourd'hui, donc si je m'intéresse à Tesla un jour, ce serait si vraiment l'entreprise passe de hypé à très très mal aimé, et qu'il y a une forte sous-valorisation, donc c'est une boîte sur laquelle je demande plus de marge de sécurité, quoi. Donc là, pour cette saison de résultats, je l'attends pas spécialement, mais je suis un petit peu de loin. Ensuite, on a Google. Donc là, Google, c'est plus intéressant pour moi. Google que j'ai pas dans mon portefeuille, mais qui est sur ma watchlist. Et bon, c'est évidemment une entreprise qui répond à tous mes critères de qualité, hein, donc des fortes croissances, un bon ROCE, très peu de dettes, un nombre d'actions qui baisse et des bonnes marges. Et niveau valorisation, donc moi, les estimations que je mets sur Google, c'est 10% par an de croissance du free cash flow par action et un multiple de 20 fois le free cash flow en partant des résultats actuels, et ça me donne un prix d'achat aujourd'hui pour ma performance minimum cible de 13% par an de 130 dollars. Donc peut-être que j'avais fait une vidéo sur Google il y a pas si longtemps et l'entreprise était à un point bas à ce prix-là, et peut-être que j'aurais dû acheter. Je l'ai pas fait, c'est pas très grave, mais en tout cas aujourd'hui je trouve que Google est trop cher à mon goût. Et si on regarde simplement juste le multiple price sur free cash flow, on voit que par le passé la moyenne elle est plutôt vers les 25, 26, 27. Et aujourd'hui on est à 32. Donc voilà, je trouve qu'aujourd'hui Google est assez cher, il est aussi plus cher que ce qu'elle était par le passé, il y a eu des excellents moments pour investir dedans, par exemple en 2022. Donc voilà, on verra ce que ça donne mardi, et peut-être que ça ouvrira une opportunité d'investissement pour moi sur Google. Donc passons à la suite de la semaine. Alors Tesla, Google, ensuite Coca-Cola. C'est une boîte que je ne suis pas du tout parce que pas assez de croissance. Donc ça, je ne m'y intéresse pas. Ensuite, il y a Visa. Donc Visa dans laquelle j'ai commencé à investir là assez récemment. J'ai pas encore ce que je considère une position complète sur Visa, mais je trouve qu'aujourd'hui c'est encore une bonne valorisation pour Visa. Et j'ai un petit dilemme, je suis un peu tiraillé entre compléter ma position avant les résultats, en me disant Visa, il y a de fortes chances qu'ils aient des résultats dans la lignée de ce qu'ils ont par le passé. C'est toujours assez régulier, donc j'imagine 10% de croissance du chiffre d'affaires, et j'imagine un petit peu plus en free cash flow par action. Je me dis que ça c'est un scénario qui est assez probable, et je me dis que si c'est ce scénario-là qui se produit, la valeur de l'entreprise, du coup, elle va augmenter au moment de l'annonce des résultats, enfin la valeur connue. Donc à ce moment-là, vu que l'entreprise, elle fait plus de free cash flow par action, donc sa valeur a augmenté, elle sera à ce moment-là plus sous-évaluée qu'aujourd'hui, et donc j'imagine que son prix va augmenter pour refléter cette augmentation de la valeur. Mais en même temps, j'ai un petit frein à compléter ma position juste avant une annonce de résultats, parce qu'à l'inverse, il suffirait d'une petite déception pour que le marché sanctionne, ce qui pourrait donner un bon point d'entrée, mais si dans ce cas j'ai déjà une position complète, est-ce que j'aurais envie d'en faire une position encore plus grosse? Je sais pas. Donc voilà, je me tâte. Je verrai ce que je fais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, donc Philip Morris, je regarde pas. G Aerospace, je me suis pas penché dessus, mais il y a quelques super investors qui l'avaient acheté au dernier trimestre parce qu'il y a eu comment on appelle ça, un spin-off. Donc c'était General Electric qui avait en fait trois segments. Ils ont séparé les trois en trois entités différentes. Et ce qui reste maintenant dans GE, donc le ticker initial, c'est seulement la partie aerospace. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant à explorer là-dedans, mais j'ai pas du tout pris le temps d'investiguer. Donc d'ailleurs, s'il y en a qui l'ont fait parmi vous, n'hésitez pas à me mettre un petit peu en commentaire pourquoi cette entreprise pourrait maintenant être intéressante. Ensuite, on a Moody's que j'ai pas en portefeuille mais qui est sur ma watchlist. Donc c'est une des deux grosses agences de notation aux États-Unis avec S&P Global. Et donc en gros, ils donnent des notes de solvabilité à des entreprises, à des gouvernements, etc. Et c'est une boîte qui est très appréciée par les super investors, surtout ceux qu'on mettrait dans la catégorie quality. On voit, si je regarde les actions les plus possédées par les super investisseurs de cette liste, parmi ceux que j'ai sélectionnés pour l'instant, il y en a 5 qui ont du Moody's. Juste derrière, Mastercard et Apple à 6, Alphabet et Visa à 7 et Microsoft à 8. Et si je regarde mes critères de qualité sur Moody's, donc on voit que c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Donc la croissance du chiffre d'affaires, elle est quand même un petit peu faible. Donc c'est une croissance qui est continue, mais on remarque quand même un ralentissement. On voit que la moyenne annuelle sur les 5 dernières années c'est 6%, sur les 10 dernières c'est 7% et sur les 20 dernières c'est 8%.
Donc il y a quand même un ralentissement de la croissance. Et c'est vrai que des croissances qui sont aujourd'hui de 6-7%, c'est quand même peut-être un petit peu faible. Et si on regarde niveau free cash flow, c'est pas si loin, hein. C'est dans les 7% de croissance annuelle. Donc c'est vrai que c'est finalement un petit peu faible pour moi. Je veux au moins des croissances à 2 chiffres du free cash flow. Et si je vais voir le free cash flow par action, qui du coup est plus proche de la performance finale de l'action, là c'est mieux, donc ça veut dire qu'il y a des rachats d'actions. Mais ouais, on dépasse pas les 2 chiffres. Donc une hypothèse, ça me fait me dire que Moody's c'était peut-être un meilleur investissement il y a plusieurs années, sûrement quand ces super investors ils ont fait l'achat. Faudrait que je vérifie ceux qui la possèdent, quand est-ce qu'ils ont fait leur position. Mais en voyant les ralentissements de la croissance, je me dis que c'est peut-être moins intéressant aujourd'hui. Ensuite au niveau du ROCE, donc là il y a des anomalies, je vais mettre sur 10 ans pour qu'on voit quelque chose. On est vers les 15-20%, ce qui est bien. Mais c'est vrai qu'à force de regarder des boîtes, je trouve qu'il y a encore si on devait faire une tier list, j'ai l'impression qu'il y a quand même un tiers encore au-dessus, parce qu'on peut trouver des boîtes qui ont des ROCE qui sont plus élevés que ça, et des croissances plus élevées que ça. Après, au niveau de la dette, ils peuvent la rembourser. Bah là, on voit qu'en 2023, ils se sont endettés, donc avant, ils n'avaient pas de dette du tout, et maintenant, ils peuvent la rembourser en 3 ans. Bon, dans tous les cas, ça va. Le nombre d'actions est en légère baisse, et la marge... Par contre, elle est excellente. Donc, ouais, 32% de marge de free cash flow. Là, c'est dans le top de ce qui se fait au niveau des marges. Donc, si je fais un résumé global, c'est vrai que en fait, ces croissances-là me font hésiter. Est-ce que, même à niveau de valorisation satisfaisant, est-ce que je serais prêt à investir dans Moody's aujourd'hui? En fait, je suis pas sûr, finalement, j'ai un doute. Donc, à voir. Ensuite, on a MSCI. Donc là, MSCI, pour le coup, que je trouve plus intéressante. Je l'ai pas en portefeuille parce que je la trouve trop chère. Donc, je suis patient. Mais là, ça répond beaucoup mieux à mes critères, donc la croissance est plus élevée. Si je regarde directement le free cash flow par action, donc dans flux de trésorerie tout en bas, là on voit que la moyenne sur les 5 dernières années c'est du 18% par an, sur les 10 dernières du 20% par an. Et le ROCE, pareil, il est meilleur, et il est en hausse. Un ROCE en hausse, c'est très bon signe. Ça peut être signe d'un rempart concurrentiel qui se renforce. Et on est aujourd'hui à 28% de ROCE. On a aussi plus de rachats d'actions, et on a des marges qui sont encore meilleures. Donc moi je mettrais MSCI un niveau au-dessus de Moody's par exemple. Et donc ça c'est une boîte que j'aimerais avoir en portefeuille si elle atteint un prix qui m'intéresse. Dans ma watchlist, je l'avais mis, que j'ai toujours pas rempli en entier, mais je l'avais mis à 430 $. Donc à voir en fonction des résultats de mardi. Et si je fais une valorisation, pourquoi 430 je crois que j'avais mis 12% par an de croissance et 25 fois le free cash flow, ce qui est déjà pas mal. Et ouais, on arrive à 426 $, j'avais arrondi à 430. Et quand on voit ça, on peut se dire que les actions elles tomberont jamais aussi bas, etc. Mais il se trouve que ça arrive et qu'on n'est pas obligé d'investir dans tout. Donc voilà, ça me dérange pas, je préfère être pas trop optimiste sur les hypothèses. Et si une opportunité se présente, je pourrais la saisir. Donc voilà pour MSCI. Ensuite, donc c'est tout pour le mardi. Le mercredi. Alors, tout ça, non. Rien pour l'instant. On a Rollins, donc c'est une boîte dont j'ai jamais parlé sur la chaîne, il me semble, mais elle est assez intéressante. Je l'avais découverte via la page Superstocks ici qui recense donc toutes les boîtes qui remplissent ces critères de qualité. Et donc si je vais voir ce qu'il en est. Donc Rollins, pour expliquer leur business model, c'est une entreprise en gros d'éradication de nuisibles, donc tout ce qui est termites, rats, insectes, etc. Et ils fonctionnent avec un système de franchise. Donc les personnes qui veulent lancer leur entreprise d'élimination de nuisibles, parasites, etc., elles peuvent le faire sous la marque Rollins, avec j'imagine les méthodes Rollins, etc. Et donc elles payent des frais à Rollins, qui eux n'ont pas le capital à investir pour les franchiser. Donc le modèle de franchise, c'est un modèle qui est en général intéressant, ça fait des bonnes boîtes. Et si on regarde mes critères de qualité, on voit que tout est rempli, donc on a des bonnes croissances, avec cette fois-ci, contrairement à Moody's qui est plutôt en décélération, là on a une accélération, hein. Sur les 5 dernières années c'est 11% par an, et on descend comme ça jusqu'à 8. Le ROCE est très bon, autour des 25%, et assez stable cette fois-ci. Assez peu de dettes, ils peuvent le rembourser en 1 an et demi, un nombre d'actions qui est à peu près stable, et des marges qui sont pas mal. Donc forcément, on va pas avoir des marges du type software, hein. Mais c'est des marges qui sont en hausse, donc ça c'est très bien, très bon signe. Et on est aujourd'hui à 16%, donc Rollins, c'est une boîte que je pense je pourrais avoir en portefeuille, mais je la trouve par contre très chère, j'ai du mal à comprendre les multiples de valorisation. 45 fois le free cash flow, ça me paraît énorme pour un business comme ça. Donc moi je mettrais des estimations du type 10% par an de croissance du free cash flow par action, et allez, 25 fois le free cash flow, et j'arrive à un prix à peu près de 30 $. Donc ça me paraît super cher, je comprends pas trop pourquoi un prix si élevé pour cette boîte. Donc si certains ont des hypothèses,
Dites-les moi en commentaire. Ensuite, on poursuit. Donc, après Rollins, qu'est-ce qu'on a? Il y a Align Technology. Tiens, alors je l'ai pas... Enfin, je l'ai retiré de ma watchlist, mais je m'étais intéressé à cette boîte parce que l'année dernière, j'avais fait Invisalign. Donc, vous savez, les gouttières imprimées en 3D qu'on met pour aligner ses dents. Et je m'étais demandé quelle était la boîte derrière ça, et c'est là que j'ai découvert Align Technology. Et c'est vrai que les chiffres sont bons. Si on regarde ici, voilà, c'est une boîte qui a des bonnes croissances, qui a un bon ROCE, qui a pas de dette, qui ne dilue pas ses actionnaires et qui a des bonnes marges. Mais la raison pour laquelle je voudrais pas l'acheter, c'est que j'arrive pas à voir le MOAT. Et si on regarde les chiffres, donc le MOAT, on peut le retrouver via le ROCE et via les marges. Souvent, ça se traduit via ces métriques-là. Et le ROCE, j'ai plutôt l'impression qu'il est en déclin lent. On était à 25 en 2013, on est aujourd'hui à peu près à 15. Et si je regarde au niveau des marges, on repère la même tendance. Donc on est passé de 28 à 15. Donc voilà, à cause de ça, ça me rendrait pas confiant d'investir dans cette boîte. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est tout pour ce jour-là. On passe au jeudi. Après le vendredi, il n'y a quasiment rien. Donc je vois qu'il y a VeriSign, mais VeriSign, c'est pareil une boîte qui m'intéresse pas pour investir dedans. C'est typiquement le genre de boîte qu'on pourrait, si on voulait catégoriser les entreprises que j'aime pas trop faire, mais on la mettrait dans la catégorie vraiment quality pure. Mais pour moi, il manque le côté croissance, qui là est beaucoup trop faible. Donc la croissance du chiffre d'affaires, on voit que c'est du 4% par an. Croissance du free cash flow, allez, c'est 4,5%. Et si on regarde le free cash flow par action, ça va être mieux puisqu'ils font des rachats d'actions. Mais voilà, c'est en ralentissement et aujourd'hui on est plutôt vers les 8%. Donc pour moi, c'est pas assez de croissance pour que j'investisse dedans. Après sinon, le reste est bien, hein. Et ils ont des marges qui sont absolument énormes. C'est-à-dire 54% de marge du free cash flow. Quand on pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à avoir ça en marge brute, donc le premier niveau de marge. Donc voilà pour VeriSign. C'est tout pour le jeudi. Et le vendredi, il n'y a rien qui m'intéresse. Donc en résumé, ce que je vais suivre cette semaine, c'est surtout Visa, Google et Rollins. Et c'est tout. Et après la semaine suivante, j'ai vu qu'on a Microsoft, Meta, S&P Global, Mastercard, Ferizac, Amazon, Apple, Booking. Donc semaine un petit peu plus intéressante. Et la semaine encore après, il y a Fortinet et je sais plus quoi d'autre. Donc dites-moi en commentaire, vous, s'il y a d'autres boîtes que j'ai pas citées qui présentent leurs résultats cette semaine et qui vous intéressent, que vous attendez. Et puis si vous voulez rejoindre Graham pour analyser vos actions et échanger via la communauté privée, c'est le premier lien en description. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!